Peut-on légitimement instituer une langue universelle? Thèse. Le fonctionnement du langage est universel. On pourrait donc légitimement instituer une seule langue pour tous les hommes. Antithèse. Chaque individu parle sa propre langue. Il est donc impossible d'instituer une même langue pour tous. Thèse. Les lois du langage sont universelles. Que l'on considère que les lois du discours sont déterminées par un rapport nécessaire entre le mot et la chose, et par les lois universelles de la raison ou par convention, le langage est universel dans son essence. Premier argument, le mot nous est donné par la chose. Si, comme le pense Platon, la nature de la chose nous donne le nom qui doit l'exprimer, toute confusion de sens devient impossible. Il ne resterait alors plus au législateur avisé qu'à reconnaître quel est le mot juste qui correspond à cette chose, et à construire les lois du discours qui devront être universellement respectées. Deuxième argument, une langue est fondée sur la raison qui est universelle. Avec Descartes et l'époque moderne, il ne s'agit plus de retrouver une langue mythique qui aurait existé avant Babel, mais de construire une langue idéale fondée sur des rapports logiques entre, d'une part, les mots et les choses qu'ils désignent, et d'autre part, les idées elles-mêmes. Une telle langue idéale serait composée d'un vocabulaire et d'une grammaire identiques pour tous, car conforme aux lois universelles de la raison. Troisième argument, la langue peut être une convention universelle. Saussure, à la fin du XIXe siècle, montre que tout signe est arbitraire, c'est-à-dire que le rapport entre le mot et la chose signifiée est purement conventionnel. Dans ce cas, pourquoi ne pas imaginer une convention portant sur le vocabulaire et sur la grammaire de laquelle naîtrait une langue universelle? C'est ce qui a été tenté par Zamenhof, qui inventa une langue internationale conventionnelle, l'espéranto, à partir des racines des langues indo-européennes. En bref, si l'on fixe un nom pour chaque chose, selon une loi naturelle ou selon la raison, on peut concevoir une langue universelle. L'espéranto, parlé par quelques centaines de milliers de personnes, en est un exemple. Antithèse, la langue ne peut être que particulière. En effet, la langue n'existe concrètement que parlée, c'est-à-dire utilisée de manière individuelle. De plus, la langue reflète une manière d'appréhender la réalité qui est culturellement déterminée et différente selon les peuples. Premier argument, chacun utilise la langue à sa manière. La linguistique contemporaine établit une distinction entre le langage, code conventionnel abstrait, et la langue, actualisation particulière de ce code. Établir un code linguistique conventionnel ne suffit pas. Encore faut-il qu'une langue soit parlée, c'est-à-dire qu'un individu utilise ce code pour former des phrases ayant un sens. Sans cette intervention d'un psychisme particulier, le code de la langue ne sert à rien. Deuxième argument, la langue doit s'adapter à chaque individu. Lorsque j'utilise la langue, je le fais toujours avec l'intention de signifier une chose précise. Or, c'est le contexte qui va déterminer mon choix du mot et de la tournure grammaticale les plus appropriées pour exprimer ma pensée. Les structures et le vocabulaire d'une langue ne peuvent donc pas être un code rigide, employé universellement de la même façon, mais doivent au contraire pouvoir se modeler à ma convenance. Troisième argument, la langue traduit une manière unique de percevoir la réalité. L'usage de la parole relève d'une manière d'appréhender la réalité. C'est parce que je perçois la réalité en tant qu'individu déterminé par sa culture et par ses propres aspirations que j'emploie certaines structures syntaxiques. Le vocabulaire et la grammaire d'une langue ne sont donc pas immédiatement transposables dans une autre. La langue est une façon de percevoir une réalité propre à une culture et à un milieu. En bref, la langue est morte si elle n'est pas concrétisée par la parole. Or, la parole dépend de chaque personne, de sa façon d'appréhender la réalité et de sa culture. Synthèse. Si une langue peut être commune à un peuple, c'est-à-dire à un ensemble d'individus partageant une même histoire et une même culture, c'est justement parce que ces individus ont du monde une même appréhension, un même mode de perception du réel. La structure même d'une langue résultant de la nécessité d'exprimer certaines choses plutôt que d'autres, on le voit par exemple dans les différentes manières d'exprimer les couleurs selon les pays, il apparaît impossible qu'une même langue puisse être partagée par tous. L'échec de l'espéranto montre bien, pour l'instant, que l'établissement d'une langue universelle est impossible. Il convient toutefois de ne pas balayer sans examen préalable l'argument majeur qui milite en faveur d'une telle langue, qui ne serait qu'une seconde langue, la compréhension entre tous les hommes. Notes et commentaires. Tour de Babel. Selon la Bible, grande tour construite par les descendants de Noé pour atteindre le ciel. Dieu y vit une prétention de l'orgueil humain voulant maîtriser le ciel, et y mit obstacle en faisant parler aux hommes des langues différentes. Linguistique. Science du langage, élaborée par le genevois Ferdinand de Saussure.
1857-1913. La linguistique générale ou structurelle substitue à l'étude des langues particulières celle du langage en général, considérée comme un système de signes. Citation. Une monstrueuse aberration fait croire aux hommes que le langage est né pour faciliter leurs relations mutuelles. Michel Leiris.